début des années 2000, on va dire au cours de la première moitié des années 2000, difficile de considérer que l'agriculture marocaine se portait bien. On sortait d'une décennie, la décennie des années 90, qui avait été ponctuée d'années de sécheresse successives. Une agriculture qui restait un demi-siècle après l'indépendance. Une agriculture encore soumise aux aléas climatiques, une agriculture extrêmement contrainte par les problèmes du foncier, les statuts juridiques des terres, les problèmes du financement, les problèmes de commercialisation, de production, de rendement. De surcroît, le Maroc avait signé un certain nombre d'accords de libre-échange et donc cette ouverture, cette agriculture était en train d'être soumise à un processus de libéralisation qui tout simplement lui posait un certain nombre de défis tout à fait inédits. Imaginez une agriculture qui était encore loin d'être mise à niveau et en même temps qui était acculée, qui devait s'ouvrir sur la concurrence internationale. Et je peux vous dire que dès le milieu des années 70, il y avait une forte demande pour une mise en œuvre d'une réforme majeure au plus haut sommet de l'État. Mais malheureusement, ça traînait. Et on peut dire qu'il avait fallu attendre donc le gouvernement issu des élections de 2007, avec un ministre de l'Agriculture qui en fait vient du monde des affaires. Et je peux vous dire qu'il s'est en fait comporté comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires auquel on dit il y a un problème, il faut un projet, une réforme, il appelle un bureau d'études. Il commande une étude. C'est ce que le ministre a fait auprès d'un bureau d'études international, avec des délais extrêmement courts. C'est important de souligner parce que ça conditionne beaucoup de choses. Après, un délai de 4 mois parce qu'il fallait présenter le plan qui allait arriver au Salon international de l'agriculture de Meknès du mois d'avril 2008. Et donc, une commande dans un délai court, ce qui a été fait en fait. Suffisait de payer et la commande était honorée et le plan Maroc vert est né donc en avril 2008. Et le plan Maroc vert prétendait d'abord partir d'un certain nombre d'idées fortes, reposer sur des fondements qui étaient d'abord qu'il fallait réhabiliter d'une certaine manière, redonner à l'agriculture son rôle de moteur de la croissance, réhabiliter l'agriculture d'une certaine façon, ce qui était quelque chose dont personne ne pouvait se plaindre, surtout après les années de sécheresse au double sens du mot, qui précédaient. Et le plan Maroc vert aussi s'appuyait sur une démarche qui consistait en fait à décliner deux stratégies en une. Si vous voulez, c'est les deux piliers. C'est-à-dire que le plan Maroc vert se dit d'abord, moi je me base sur deux piliers. Le premier pilier en fait correspond à une agriculture dite marchande, à forte valeur ajoutée, d'exportation destinée à l'agriculture moderne, compétitive, performante. L'autre pilier, c'est le pilier 2, qui lui est plutôt destiné à une agriculture qui est l'agriculture traditionnelle marocaine, l'agriculture, alors on l'a appelé l'agriculture solidaire, l'agriculture des zones marginales, pauvres. En clair, déjà, le plan Maroc vert en fait épousait d'une certaine façon, ou prenait acte, ou consacrait une réalité qui presque rappelle un peu le dualisme entre agriculture moderne et agriculture traditionnelle qu'on a hérité de la colonisation. Le plan s'adresse différemment à deux mondes agricoles, ruraux,
Et puis, il faut dire aussi, donc vous avez deux piliers, et vous avez des actions dites transversales, qui sont, par exemple, la question de l'eau, la question du foncier, la question des marchés, commercialisation, accord de libre-échange, un certain nombre d'actions dites transversales. Alors, donc c'est ça le plan Maroc vert. Deux piliers, des actions transversales. À côté de ça, il faut dire aussi que le plan Maroc vert voulait mettre l'investissement au cœur de l'opération. C'est-à-dire que dès le départ, il s'est donné comme objectif d'augmenter de manière considérable l'investissement dans l'agriculture, avec, si vous voulez, une démarche qui est celle des projets. Et donc, en gros, le plan Maroc vert annonce 1500 projets à travers une enveloppe globale de l'ordre de 150 milliards de dirhams sur la période 2008-2020. Non, exactement 147 milliards, mais si vous voulez retenir des choses simples, le plan Maroc vert, c'est 1500 projets et 150 milliards de dirhams. Sur la période 2008-2018, on va dire, aujourd'hui, nous avons les résultats, nous avons des faits, des statistiques qui vont jusqu'à 2018. Il y a d'abord un gros problème, qui est celui tout simplement de l'accès à l'information. Je peux vous assurer, je dirais de mémoire de quelqu'un qui était dans le secteur, qui était depuis des décennies. Jamais on a vécu, quand je dis on, je ne parle pas simplement des chercheurs et des observateurs et des journalistes, je parle des gens qui sont dans le métier, je parle de l'opinion publique, je parle de tous ceux qui, à un moment donné, ont besoin d'une information crédible, sérieuse, pleine, des séries statistiques, ont beaucoup souffert. Jamais le blackout par le ministère de l'Agriculture, disons-le clairement, jamais un tel blackout n'a été fait sur l'accès à l'information. La statistique, simplement. La statistique, vous pouvez vous-même vérifier, vous verrez que vous n'avez pas grand-chose, à part ce qu'on veut bien vous donner. C'est-à-dire ce que j'appelle moi de la com. C'est pas de l'information, c'est pas de l'info, c'est de la com. On va, par exemple, à l'occasion du salon international de Meknès, on va vous faire un show avec des PPT, beaucoup d'animations, etc. Mais des chiffres balancés comme ça sont aucune possibilité de recoupement, aucune possibilité de vérification, bref, pas très crédible. Beaucoup d'informations qui, en principe, auraient pu être d'abord délivrées par le ministère de l'Agriculture, on va les chercher dans les informations diffusées, communiquées par le HCP, le Haut Commissariat au Plan, etc. Et puis, heureusement aussi que, à l'Institut agronomique, on a fait au cours des années plein d'études de terrain qui vont puiser l'information sur le terrain et qui permettent d'alimenter, je répète encore une fois, une information crédible et donc une appréciation objective. Pour apprécier le plan Maroc vert, il faut quand même aussi le situer dans le cadre dans lequel il s'est déroulé. Pour la première chose, mais c'est le climat. Vous savez qu'effectivement, les conditions climatiques, en clair, la pluviométrie, chaque campagne qui commence au mois de septembre-octobre, après on suit au jour le jour. Il faut, pour qu'il y ait une bonne campagne agricole, et en particulier d'abord céréalière, parce que c'est là où se trouvent les 2/3 des terres agricoles utiles, vous attendez. Il faut qu'il pleuve suffisamment et à temps. Vous pouvez déployer les politiques les plus judicieuses. S'il ne pleut pas, s'il pleut mal, l'année va être mauvaise. Alors je dis pas ça pour dire que, pour évacuer des responsabilités. Je dis que c'est justement cela le problème. C'est qu'en 2019, 65 ans après l'indépendance, on en soit encore là, à regarder le ciel
pour pouvoir apprécier l'état de la campagne agricole. Mais, de ce point de vue-là, quand on fait, je fais des séries sur une très longue période, qu'est-ce qu'on constate? Ben, du point de vue de la pluviométrie, tout est relatif, naturellement, mais le plan Maroc Vert a plutôt été bien servi. Je veux dire, en gros, pour vous dire, sur la période 2000-2007, avant le plan Maroc Vert, en moyenne, annuelle, on recevait autour de 360 mm, 360-65 mm par an. C'est la moyenne. Plan Maroc Vert, entre 2008 et 2018, on est à 410. Donc, premier élément, en tout cas, on ne pourra pas dire « Ah, s'il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu la sécheresse. » C'est ça qu'il est, parce que souvent, c'est un peu l'alibi. On dit « Ah ben, on n'a pas atteint le jour, ben parce que la pluie. » Donc, on renvoie ça au ciel. Deuxième chose, les financements. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Vous savez, toujours, on dit là aussi, quand une politique ne réussit pas, on dit « Ah, manque de moyens ». Encore un argument qu'on ne peut pas avancer dans le cadre du plan Maroc Vert, parce que je peux vous dire là aussi, de mémoire de quelqu'un qui travaille et qui suit les budgets d'ailleurs, du ministère de l'Agriculture depuis longtemps, jamais, alors je ne dis pas l'agriculture, disons une certaine agriculture, je ne dis pas les agriculteurs, disons certains agriculteurs, ben, n'ont reçu autant d'argent que depuis 2008. Le budget du ministère de l'Agriculture a été multiplié par 5. Par 5. On était sur des budgets variant entre 1,5 milliard et 2 milliards, on est à 10, 11, 12. En fonction de ce que vous retenez ou vous ne retenez pas. On était à un fonds de développement agricole qui tournait autour de 400-500 millions de dirhams. On est à 3 milliards. 3 milliards, quand même plus de dirhams. On était, si vous voulez, on a une enveloppe, on va le voir, d'investissement qui atteint 104 milliards de dirhams. Ça veut dire une moyenne de 10 milliards de dirhams d'investissement par an. On n'a jamais vu ça. Donc, on peut dire que les ressources financières n'ont pas manqué, n'ont pas pu constituer un handicap pour le succès du plan Maroc Vert. C'est difficilement soutenable autrement. Je dirais troisième élément qui n'est pas le moindre. Nous sommes au Maroc. Et la dimension institutionnelle est très, très, très importante. Là aussi, je m'explique. Combien de fois vous avez un secteur à la tête duquel vous avez un ministre ou derrière un parti qui n'ont pas un poids très important, eh bien, ça ne compte pas. Là, nous avons eu un ministre et un ministère qui ont presque, je dirais, dès le départ, été décrétés sacrés. Je dis bien sacrés. Ça veut dire que vous avez un ministre dont le poids politique, je vous dis, c'est des faits simplement, il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais le poids politique, dès le départ, s'est imposé et a imposé à tout le monde une sorte, je dirais, de silence, je veux dire, à tel point que la critique du plan Maroc Vert, la critique passait pour un sacrilège. Je peux vous dire que j'en sais quelque chose, jusqu'à ce que le roi, après son discours au Parlement de l'année dernière, où de fait, mettait le doigt sur un certain nombre de problèmes qui étaient soulevés par beaucoup de gens avant. Mais évidemment, je répète, notre système, nos institutions sont faites de manière à ce que c'est quand le roi parle qu'après les langues se délient. Et maintenant, les langues commencent à se délier. Mais ce que je veux maintenant vous dire, moi, c'est que pendant 6, 7, 8 ans, il y avait une sorte d'omerta
Je peux vous dire, je n'exagère pas, une sorte les années de plomb, on les a vécues. On les a vécues. Personne n'osait ni demander l'information, ni critiquer, ni... C'est vous dire ça. Alors, c'est au-delà de ça. C'est vous dire en fait que le ministère et le ministre avaient le pouvoir politique d'entreprendre, de réaliser, de mettre en œuvre ces objectifs. Et c'est prévu. Avait à la fois les moyens institutionnels, politiques et les moyens financiers pour mettre en œuvre. Si l'on veut procéder à une évaluation, bien évidemment, toujours provisoire, toujours, il faut être prudent dans ces choses-là, hein. Il faut par exemple, je m'interdisais personnellement de procéder à une évaluation au bout de 2-3 ans de la mise en œuvre du plan, parce que beaucoup me disaient, qu'est-ce que... Je dis, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les choses se déployer. Et donc, maintenant, je pense qu'une dizaine d'années, on peut raisonnablement, objectivement, procéder à cette évaluation. Et je dirais une évaluation tout à fait objective. Allez, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle repose sur la méthode d'évaluation par les objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aujourd'hui simplement se contenter de prendre les objectifs que le plan Maroc Vert s'était lui-même donné. Lui-même, que ce soit dans le plan lui-même ou dans les contrats programmes, il s'était donné un certain nombre d'objectifs quantitatifs, qualitatifs, etc. On peut se dire, ok, aujourd'hui, on est à 1 an, 2 ans de la fin de ce plan, où en est-on, qu'avez-vous atteint, quel niveau d'atteinte de vos propres objectifs êtes-vous aujourd'hui? Le premier objectif d'ordre macroéconomique concerne le PIB agricole, le produit intérieur brut agricole. Le PIB, selon les objectifs du plan Maroc Vert, devait passer de 79 milliards de dirhams à l'époque, un peu autour de 80 milliards, il devait passer à 140 milliards de dirhams. On peut dire que la première chose, c'est qu'en réalité, et c'est le premier problème qu'il faut souligner, d'abord, la production, le PIB lui-même, tout au long de ces 10 dernières années, et à aujourd'hui encore, est resté d'abord marqué par les variations, donc une volatilité liée justement aux conditions de déroulement de la campagne céréalière, de sorte que la première caractéristique, c'est qu'en fait le PIB, oui, il peut monter jusqu'à 120-125 milliards et il peut ensuite redescendre à moins de 100 milliards. Donc la première caractéristique, vous la voyez dans les graphiques les plus simples, c'est la volatilité. Avant le plan Maroc Vert, après le plan Maroc Vert, le premier problème de l'agriculture marocaine, qui est celui de sa volatilité, de sa dépendance excessive à l'égard des aléas climatiques, mais cette contrainte est toujours là. Et on peut la vérifier encore simplement cette année, malheureusement, avec l'année d'avant. Cette année, on fait 52 millions de quintaux. L'année dernière, on avait fait 96 millions de quintaux. Vous voyez le niveau de variabilité. Et donc, c'est la première chose à souligner. Malheureusement, je peux vous dire, moi, s'il y a un point sur lequel le plan Maroc Vert aurait dû agir, et s'il avait obtenu des résultats à ce niveau-là, j'aurais applaudi. Réduire la dépendance de la production à l'égard des aléas climatiques. Et vous voyez d'ailleurs, c'est bien ça le problème, au-delà d'ailleurs de l'agriculture, cette réalité impacte l'ensemble de l'économie. Si vous avez une mauvaise campagne agricole, en fait, je répète, céréalière, elle impacte pas simplement l'agriculture, pas simplement le monde rural, mais toute l'économie. Si vous faites
Une mauvaise campagne, vous tombez, le taux de croissance tombe à moins 3%, ce qui est le cas d'ailleurs de cette année. Oui. Si vous faites une campagne, vous pouvez espérer à quelque chose entre 4,5 et 5. Je parle de taux de croissance. Vous voyez? Donc, ça c'est la première chose. Alors, l'année dernière, quand la campagne était bonne, on avait fait 124-125 milliards de dirhams de PIB agricole. Donc, on reste quand même en deçà de l'objectif de 140. Mais surtout, je répète, le problème, c'est que les 125 peuvent tomber à 100. Au niveau de la production, on voit bien qu'en réalité, vous avez en fait deux univers. Vous avez les céréales, en fait, qui continuent d'être la production majeure, évidemment présente dans la quasi-totalité des exploitations de ce pays, évidemment surtout collée à la petite et moyenne agriculture, plus ou moins marginale. Cette production, je répète, elle reste... On ne voit pas, honnêtement, on ne voit pas en quoi cette production a significativement évolué avec le plan Maroc Vert. Je vous dirais, le rendement a peut-être moyen, a peut-être augmenté de 2 ou 3 quintaux. Mais on est encore à 14, 15, une moyenne de 15 quintaux, même si on est à 16, 17 quintaux l'hectare. On est resté très très loin du compte, je vous rappelle. Simplement pour garder la mesure des choses et nous. Vous savez, en Europe, on fait 80 quintaux, 100 quintaux à l'hectare. Sur 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, la France a gagné 40 quintaux de gains, de rendement en 40 ans. C'est-à-dire que chaque année, en moyenne, un gain d'un quintal par hectare par an. Nous, on peut dire sur 60 ans, on a fait 6 quintaux. C'est-à-dire qu'on a gagné un quintal en moyenne par 10 ans, par décennie. Tout de même, ça interpelle tout ça. Mais vous avez par ailleurs, je veux dire, l'agriculture qui de toute façon a toujours été privilégiée par les politiques agricoles. C'est quoi cette agriculture? C'est l'agriculture d'exportation et une certaine agriculture, disons, dite industrielle. De quoi parle-t-on? En gros, on va dire les fruits et légumes, les tomates, les melons, les pastèques, les oranges, les clémentines, etc., qu'on exporte. Vous avez aussi l'oléiculture, revenir. Vous avez le lait, vous avez la viande blanche surtout. Bien. En gros, on peut dire que le plan Maroc Vert a en fait mis le paquet sur deux filières. L'oléiculture et les agrumes. L'oléiculture a fait l'objet d'une attention particulière. On a poussé, mais alors de manière quand même intense, à l'extension des surfaces. On peut dire qu'en gros, on est passé de 650 à 700 000 hectares à maintenant 1 million 100, un peu plus de 1 million d'hectares d'oliviers. Avec bien sûr l'objectif qui est d'abord d'augmenter la production pour la destiner, surtout sous forme d'huile d'olive, à l'exportation. C'est ça l'objet. Étendre les surfaces, augmenter la production, exporter. Pareil pour les agrumes. On a étendu les surfaces de 80 000 hectares qu'on avait auparavant, un peu moins de 80 000, à 125 000 hectares. On est passé d'une production de 1,2 million à 2,2 millions de tonnes. Tout ça est considérable. Et ai-je besoin de préciser que tout ça a été obtenu à coup de subventions massives? Et effectivement, je veux dire que quantitativement, les surfaces se sont étendues, la production a augmenté. Maintenant, il reste le plus important. Tout ça, pourquoi faire? C'est évident que... Alors, pour être d'abord simplement précis, ça ne veut pas dire qu'on a atteint les objectifs. On reste encore loin des objectifs. Je peux vous donner des chiffres, je ne veux pas alourdir notre exposé. On reste loin des objectifs. Mais le plus important en termes d'objectifs, c'est que c'est une production qui devait augmenter pour être orientée vers l'export. Le problème est que
vous voyez, là aussi, problème de, tout simplement, je dirais, d'organisation de la planification. Quand vous plantez un arbre, ben vous savez qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ben vous allez avoir de la production. Donc, quand vous étendez les surfaces, vous savez qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir une augmentation de la production. Et vous devez, dès le départ, vous poser les questions, qu'est-ce que je vais faire de cette production? Ça n'a pas été fait, malheureusement. Et le résultat, vous savez, c'est quoi? Ben, ce que chacun a pu constater. L'année dernière, croisons les doigts pour cette année, j'espère que ça ne se reproduira pas. Mais l'année dernière, on a vu ces images tristes de producteurs d'agrumes, de clémentines en particulier, qui tout simplement, à camion, jetaient leur production dans des champs comme ça. Des prix qui se sont effondrés sur les marchés. Et donc, ce qui devait être une bonne affaire pour les agriculteurs s'est révélé être une catastrophe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on a accompagné cette volonté d'extension des surfaces, ni par une volonté d'accroissement de la capacité de transformation, parce que vous pensez bien que si on avait les unités de transformation, par exemple, pour le jus de clémentine, ben ça aurait sauvé toute cette production, ça aurait permis de la transformer et de la reconvertir à autre chose. Je vous dis, l'objectif du plan Maroc Vert au niveau des exportations agricoles était pratiquement de passer de 20 milliards à 44 milliards. On est autour de, je peux vous donner les chiffres, on est maintenant, aujourd'hui, à 22 milliards d'exportation. Je parle aujourd'hui, je parle pour 2018, mais c'est déjà les chiffres disponibles. Alors que l'objectif était de 44 milliards. Vous imaginez, on est à moins 50% du taux de réalisation. Si vous prenez par exemple l'huile d'olive, enfin les exportations d'huile d'olive, elles ont baissé au lieu d'augmenter. Elles ont baissé, on est à 16 000 tonnes peut-être, ou 17 000 tonnes. Elles ont baissé. Le résultat est que donc, alors macroéconomiquement, par exemple, on devait non seulement réduire le déficit commercial, mais aussi réduire le taux de couverture des importations alimentaires par les exportations agroalimentaires. C'est ça l'objectif, pour réduire un peu la dépendance alimentaire, améliorer les comptes extérieurs. On est très très loin du compte. Le taux de couverture des importations agricoles par les exportations agricoles est à 47%. C'est-à-dire qu'en clair, on importe 2 fois ce qu'on exporte. Je parle de l'agro. 2 fois. C'était pas ça l'objectif. C'était pas ça. Oui. Donc, vous voyez bien que, et je prends volontairement ces 2 filières qui ont été, je répète, des filières phares qu'on a subventionnées, qu'on a soutenues mais, oui, faute, tout simplement d'une démarche conséquente qui, justement, applique la filière. C'est ça le problème. En théorie, on a communiqué, je puis dire, sur les bienfaits de la filière, mais dans la réalité, on n'a rien fait. La démarche filière a été totalement défaillante. Parce que, me dit, sur ces exemples, on a développé l'amont, on a oublié l'aval. Et le résultat est une catastrophe pour tout le monde, pour le pays, je viens de vous le dire, pour le pays. Problème, donc effectivement, d'une balance commerciale agricole qui reste très inquiétante dans un niveau très mauvaise performance, et vous avez au niveau de l'agriculteur, c'est une catastrophe financière. Le plan Maroc Vert, dès le départ, de la manière la plus formelle qui soit, s'est fixé un objectif, créer 1 500 000 emplois entre 2008 et 2020. 1,5 million d'emplois, avec une population active dans l'agriculture qui était de l'ordre de 4 millions de personnes. Et bien là où... Alors,
je vous parlais tout à l'heure du HCP. C'est les statistiques de HCP qui nous sont d'une utilité, d'une grande utilité en la matière. Qu'est-ce que le HCP qui fait des statistiques trimestrielles sur cette question, il vous décline les créations, les pertes et les créations d'emplois trimestriellement par secteur, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Période 2008-2018. Globalement, l'agriculture n'a pas créé un emploi net, mais on a perdu 130 000. C'est-à-dire qu'au lieu de créer 1,5 million, le secteur a perdu 130 000. Ça veut dire qu'en moyenne, on a perdu 12 000 emplois nets dans l'agriculture par an. Vous voyez, là aussi, là on n'est même pas dans l'idée qu'on a créé 400 ou 500 000 emplois, donc on est à un tiers de l'objectif. Là, on est réellement dans quelque chose qui est tout à fait contre-productif. Et d'une certaine manière, ce résultat n'est pas étonnant. Là aussi, on l'a dit dès le début. Parce que, vous voyez, même dans le montage, en fait, il y avait un problème. Parce que d'un côté, vous ne pouvez pas d'un côté dire « je veux augmenter la productivité ». Et augmenter la productivité, notamment concrètement, non seulement en intensifiant de manière générale, mais en mécanisant. On a mis le paquet, là encore, à coup de subventions. On a subventionné la mécanisation d'ailleurs, qui, vous savez, ne profite qu'à une catégorie d'agriculteurs, vous le savez bien. Donc, vous ne pouvez pas en même temps mécaniser, vouloir augmenter la productivité et faire croire qu'en même temps, vous allez créer des emplois. C'est juste impossible. Toutes les expériences historiques dans le monde vous disent qu'effectivement, lorsque vous augmentez la productivité parce que vous intensifiez, etc., ben oui, vous perdez de l'emploi. Bien sûr. Sauf que dans les modèles historiques, je ne sais pas, en Europe par exemple, ben, lorsque l'agriculture perd des emplois, ces emplois vont en ville, ils vont dans l'industrie, dans les services, c'est-à-dire qu'ils trouvent justement des secteurs qui reçoivent parce qu'il y a une dynamique dans l'économie qui se fait. Et donc au départ, incontestablement, l'investissement s'est considérablement accru par rapport au passé dans l'agriculture. En gros, des chiffres officiels, entre 2008 et 2018, on aurait investi quelque chose comme 104 milliards de dirhams. Alors, répartis à raison de 60% pour le privé, 40% pour le public. Si on prend les 104 milliards, on va dire une moyenne d'une dizaine de milliards d'investissements par an, ce qui n'est pas rien. Mais en fait, tout de suite, on a envie on est dans l'appréciation, on est dans l'évaluation. On a d'abord juste envie de relativiser, de voir qu'est-ce que ces 10 milliards en soi, qu'est-ce que ça représente. D'abord, première chose, 10 milliards, ça fait par rapport aux 120 milliards de PIB agricole. Ça fait quoi? Ça fait un taux d'investissement de l'ordre, on va dire même en étant un peu de l'ordre de 9-10%. Bien. Si on sait que par ailleurs, au niveau de l'économie dans sa globalité, le taux d'investissement, il est plutôt supérieur à 30%. Le taux d'investissement dans l'économie marocaine, il est entre 30, 32, 33%. Donc vous voyez tout de suite que si simplement on fait ce rapprochement, ben on s'aperçoit que oui, l'effort a été important, impossible de l'ignorer, mais qu'on reste quand même dans des proportions 3 fois moindre que celle de l'effort qui est fait au niveau national. Un taux d'investissement de 10%. Donc, c'est quand même, ça permet de relativiser les choses. Deuxième chose également, on dit que l'investissement privé, comme j'ai dit, ça représente 60% de l'ensemble. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal.
Sachant, je répète encore une fois, que derrière, il y a beaucoup de subventions, beaucoup de dépenses fiscales, d'exonération, de dégrèvement, etc. Mais l'idée toujours, c'est de dire que un dirham public qui est mis dans l'opération doit générer 3, 4, 5, 6, même peut-être plus, dirhams d'investissement privé. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'effet d'entraînement à l'impact. Eh bien, et souvent d'ailleurs, là, je parle, dans les opérations de com du ministère, souvent on a entendu des chiffres de l'ordre de 1 à 4, 1 à 5. Là aussi, on peut quand même aisément, avec les chiffres, je répète, officiels, on peut aisément faire le calcul. Là, on est dans un rapport de 1 à 1,4. On va dire 1,5. Ça veut dire qu'un dirham public génère 1,5 dirham d'investissement privé. C'est pas très performant tout ça. Difficile de considérer qu'on est dans les chiffres mirobolants qu'on nous a avancés dans le passé. Donc ça veut dire que beaucoup d'argent public, mais qui en dernier lieu malheureusement n'ont pas généré l'investissement privé à la mesure, eh bien, à la mesure de l'effort public qui a été fait. Là aussi, une bonne partie de la com, c'est de vous dire qu'on a entendu tout et n'importe quoi. Le revenu agricole des agriculteurs a augmenté de 200%, de 150%, de 300%. J'ai presque envie de dire, soyons sérieux, sincèrement. Tous les gens qui ont une connaissance correcte, moyenne des réalités de la statistique dans ce pays, savent qu'à ce jour, aucun dispositif statistique fiable existant ne permet de calculer les revenus agricoles. C'est pas le cas. On n'a pas l'outillage pour le faire. Donc, j'ai juste envie de dire, mais d'où le ministère de l'Agriculture sort des chiffres? Est-ce que ça veut dire simplement qu'on prend le PIB, qu'on va diviser, on va faire une division bête et méchante, et on va vous dire, hop, ça fait tant, etc. C'est pas très... Bon, bref, c'est pas... Ce que je veux vous dire, c'est que tout ça n'est pas très sérieux. La réalité, malheureusement, la réalité, c'est que en fait, je dis, la réalité, la vraie, encore une fois, elle est tellement évidente au niveau macroéconomique d'abord. C'est quoi? Vous savez, vous avez aujourd'hui une population active agricole qui représente, jusqu'à il y a quelques années, on parlait de 40%, on est autour de 37%. Mais 37% de population active, qui génère combien de PIB? Je viens de vous le dire, qui génère 120 milliards de dirhams. Ça veut dire combien? Ça veut dire 12% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Même quelqu'un qui n'a aucun rudiment de l'économie. Il suffit simplement d'avoir un minimum de bon sens. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites 37% de la population qui génère, qui produit 12% de valeur ajoutée. Vous voyez bien tout de suite le problème. Non seulement ça dit que l'agriculture, ce qu'on sait depuis longtemps, malheureusement, reste une agriculture peu productive, avec une faible productivité, etc. Mais ça dit aussi les revenus, la réalité des revenus dans l'agriculture. Vous ne pouvez pas avoir une quantité de population qui génère si peu de valeur ajoutée et considérer que cette population est riche, ou elle est en train de s'enrichir, ou même qu'elle voit ses revenus augmenter. La réalité, malheureusement, c'est que, oui, les revenus d'une minorité d'agriculteurs, de gros agriculteurs, plus ou moins d'ailleurs en proximité avec
avec les pouvoirs publics, avec certaines accointances politiques, disons-le clairement. Oui, cette catégorie s'est enrichie grâce au plan Maroc-Vert, c'est clair. Mais de là à dire que les agriculteurs dans l'ensemble se sont enrichis, je pense qu'il y a là un abus. Du reste, on arrive au discours royal. Franchement, est-ce que vous croyez que si les petits et moyens agriculteurs s'étaient enrichis, le roi, on serait arrivé à dire qu'il faut maintenant penser à la classe moyenne dans l'agriculture? Je veux dire, les choses sont évidentes. C'est évident que 10 ans de mise en œuvre du plan Maroc-Vert a été une mise en œuvre, je dirais, une politique de classe. Disons-le clairement, une politique de classe. On a enrichi une minorité et on a délaissé l'immense majorité. Et le résultat est là. Jamais la classe moyenne n'a été aussi faible. Elle va en se rétrécissant. Prenez même les autres indicateurs. Vous savez, l'IDH, le fameux indicateur de développement égal sur lequel on est très mal classé, etc. Mais encore là, on parle d'une moyenne nationale. Mais tout le monde sait que l'IDH en milieu rural est 3 fois encore pire que l'IDH en milieu urbain. Ça veut dire que pour faible qu'il soit, cet IDH en milieu rural est encore plus critique. La pauvreté, on sait que la pauvreté, les 3/4 des pauvres dans le pays, mais ils sont en milieu rural, ils sont pas en milieu urbain, les 3/4 pratiquement. Oui. Alors, je ne parle pas du contexte, même si, il faut le dire, très honnêtement, par exemple, en matière d'électrification rurale, bon, mais alors, pour être là aussi honnête, il faut dire bien avant le plan Maroc-Vert. Vous savez, les fameux plans d'électrification rurale, d'eau potable, de construction des routes rurales, c'est des plans qui ont commencé à partir du milieu des années 90. En 2008, ils avaient déjà atteint un niveau appréciable. Mais ça a continué, bien évidemment. Donc, on peut dire que aujourd'hui, électrification rurale, à peu près, on est à plus même dans la réalité, même si on sait bien que lorsque vous introduisez l'électricité dans un douage, ça ne veut pas dire que tous les foyers sont électrifiés parce qu'il y a des problèmes simplement de connexion, etc. Mais en gros, on peut dire que c'est beaucoup mieux que ça n'a été dans le passé. Moins pour l'eau potable. Là, l'eau potable, la réalité des chiffres, c'est pas celle qu'on donne officiellement. Je vais vous dire que les derniers chiffres qui sont d'institutions internationales considèrent que moins de la moitié, en fait, des ménages ruraux ont accès à l'eau potable, hein. Alors, je ne parle pas des routes rurales. Malheureusement, il suffit de... Je ne parle pas des conditions des infrastructures de base en matière d'éducation, des écoles, des dispensaires, etc. Malheureusement, tous les jours, l'information, là, arrive du terrain, pour nous dire combien le monde rural reste démuni. Donc, globalement, je pense que le plan Maroc-Vert a certes, si vous voulez, péché dès le départ par une sorte je dirais, d'inconscience. On a l'impression que le péché premier, c'est en fait d'être un plan hors sol, d'avoir été pensé. Je veux être clair là-dessus. Moi, je n'ai rien contre le partenariat international, les compétences internationales. C'est pas ça la question. C'est pas le fait qu'il ait été fait à Washington par des experts internationaux ou étrangers. Parce qu'en dernier lieu, moi, j'ai envie de dire, sois compétent et vas-y. Ce qui compte, c'est d'abord la compétence. Mais il est évident que le plan Maroc-Vert, dès le départ, a manqué de compétences. A souffert d'un déficit d'abord de savoir, de connaissances
de compétences, aussi bien dans son montage que dans ses objectifs, qui, comme j'ai dit, souvent se sont révélés ensuite très très peu réalistes, etc. Bien. Mais au-delà de cette première réalité, et aussi au-delà des conditions de mise en œuvre que j'ai expliquées. Le problème de fond, finalement, c'est quoi? C'est que c'est un plan qui a été finalement élaboré en dehors des principaux concernés, des premiers concernés, mais que sont simplement les agriculteurs. Où est la paysannerie marocaine? À un moment ou un autre du plan Maroc vert, l'a-t-on rencontré? Lui a-t-on demandé son avis? L'a-t-on fait parler? C'est un plan qui a été fait par, dans le meilleur des cas, par des technocrates, sans démarche participative. Je veux vous dire, même avec les propres cadres du ministère de l'Agriculture, qui étaient les derniers à être impliqués dans l'élaboration de ce plan. Il a été donc conduit, je dirais, dans un contexte, encore une fois, d'absence de partage, aussi bien de l'information que du pouvoir, que des actions, etc., de manière extrêmement autoritaire. Il y avait de l'argent, on a distribué de l'argent en fonction de critères de classe, et on a fait beaucoup de com pour l'opinion publique, pour d'une certaine façon simplement endormir les gens, leur dire tout va bien, vous verrez. Eh bien on a vu. Et aujourd'hui arrive l'heure de vérité. Et les faits, je répète, je dis bien les faits, avant les discours, avant les commentaires, les faits parlent d'eux-mêmes. Il est évident que non seulement on n'a pas atteint les objectifs, on reste loin des objectifs, de la plupart des objectifs qui ont été tracés. Mais je dirais le plus important, l'agriculture marocaine globalement reste finalement confrontée globalement à ces mêmes problèmes. J'ai parlé des aléas, mais je continue par exemple sur les grands problèmes. Est-ce qu'on a touché aux problèmes fonciers? Est-ce qu'on a réglé dans ces différentes multiples facettes, qui ne sont pas simplement la taille des exploitations, mais aussi les statuts juridiques des terres, mais aussi le morcellement, mais aussi l'immatriculation, etc. Rien n'a été réglé. Est-ce qu'on a réglé le problème simplement de la mise à disposition des agriculteurs des moyens d'exploitation appropriés? Est-ce qu'on a remué le modèle d'exploitation? Est-ce qu'on a réfléchi tout simplement à quelle production, donc quelle offre, pour quelle demande agricole? C'est-à-dire, c'est simplement une démarche en termes de sécurité alimentaire. Est-ce qu'on a essayé de faire correspondre un tant soit peu la production à la consommation, au modèle de production, modèle de consommation? On reste en gros un pays où très schématiquement bien évidemment, mais l'idée, et là on continue finalement à produire certaines productions, en fait, les plus performantes entre guillemets, pour l'export, pour les exporter à l'étranger, et on importe massivement ce dont on a besoin, les produits de base, à commencer par les céréales, le sucre, l'huile oléagineuse, une bonne partie des produits dérivés laitiers. Mais on continue à les importer massivement. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, on est toujours dans une situation où on importe 2 fois ce qu'on exporte. Vous voyez, est-ce qu'on a par exemple abordé la question environnementale? Voilà un autre sujet. Est-ce qu'on a une vision, si vous voulez, écologique en termes de ressources naturelles, de ce rapport entre l'homme et la nature dans le monde rural, dans l'agriculture? Au contraire, malheureusement, on a continué, on a accentué un modèle productiviste qui, tout le monde le sait, le modèle productiviste, qui est clé dans la démarche du plan Maroc vert.
détruit les ressources, détruit les sols, détruit le gaspillage de l'eau. On n'a qu'à voir. On a là aussi, malheureusement, on a déjà pas mal parlé, mais on pourrait parler des heures s'il fallait parler simplement de la question de l'eau. Peut-être qu'il faudrait lui réserver une autre. Mais la question de l'eau, en dépit, il ne s'agit pas d'ignorer les choses qui ont été faites. On a développé la micro-irrigation en soi, c'est une bonne chose. Mais, alors, par exemple, on va dire, à quel coût? À quel prix? Et surtout, pour quoi faire? Si c'est pour produire des produits qui consomment énormément d'eau et qu'on exporte, on se trouve un pays qui est en stress, sinon en pénurie hydrique, et qui exporte de l'eau. Est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable? Mais évidemment qu'on n'a rien réglé, comme je l'ai souligné tout à l'heure, en termes au niveau de la transformation. En gros, l'agriculture marocaine continue de produire et d'exporter ou de consommer à l'état frais, tout simplement. La transformation représente entre 10 et 20% de la production, alors que la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée, elle est là. On n'a rien fait. Je l'ai illustré par l'exemple des agrumes, par exemple. Oui. On n'a évidemment rien, mais on n'a pas touché au lancinant problème de la commercialisation et de la distribution des produits agricoles. Tout le monde sait que l'agriculteur, en particulier le petit et le moyen paysan, ben en fait c'est là où il perd. Il est coincé entre les intermédiaires, les spéculateurs, qui lui achètent un produit à 1 et ensuite vont le revendre à 10, à 5 ou 10 aux consommateurs. Lui, il a perdu, le consommateur a perdu, entre les deux, les intermédiaires, les spéculateurs, ont gagné beaucoup. Et tout le monde sait, mais depuis 40 ans, qu'une des réformes majeures, elle est là. Elle est notamment au niveau, bien sûr, des marchés de gros, qui sont encore un foyer de rente en 2019. Quelle réponse le plan Maroc Vert a donné à ces vrais, et je dirais éternels problèmes de l'agriculture marocaine? Malheureusement, pas grand-chose.